Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir ce soir pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Ce soir, nous recevons Lionel Duroy. Bonsoir Lionel Duroy. Bonsoir. Pour son dernier ouvrage, Mais pas dans leurs ombres, Lionel, vous êtes auteur français, on ne vous présente plus, d'une vingtaine de romans dont Le Chagrin, L'Hiver des Hommes et Eugénia, entre autres, parce que ça fait plus de 35 ans, Lionel, que vous nous racontez des histoires. Depuis 1988, vous me corrigez si je me trompe avec Priez pour nous, vous nous racontez l'histoire d'une famille, la vôtre, souvent, et c'est un peu la petite histoire qui rejoint souvent la grande. Ceux qui ont aimé Eugénia ces dernières années, vous suivront, c'est en 2018, je pense, Eugénia. Oui, à peu près 5-6 ans, oui. Vous suivront à nouveau avec bonheur dans ce récit qui replonge dans la Roumanie que vous aimez. Ici, c'est Adèle Codreanu, journaliste née à Paris, mais d'origine roumaine, qui est envoyée par sa rédaction dans son pays d'origine qu'elle ne connaît pas du tout pour faire un papier. En compagnie de son mari, elle va remonter le temps familial, mais aussi européen, avec un des secrets les mieux gardés par les Roumains, l'extermination, l'Holocauste, n'ayons pas peur des mots, de près de 400 000 juifs par des civils et l'armée roumaine en juin 41. Une histoire dont personne ne parle, pas même et surtout pas les livres scolaires, mais pas dans leurs ombres. Les ombres, ce sont les Juifs de Roumanie, Lionel Duroy. Pourquoi ce pan de l'histoire vous fascine-t-il autant et pourquoi la Roumanie vous fascine-t-elle autant? C'est une vieille histoire presque d'enfance, en fait. D'abord, je suis issu de parents plutôt antisémites. Et puis ensuite, je commence à voyager très tôt avec un de mes frères qui est devenu photographe. Et nos premiers voyages, c'est d'aller de l'autre côté du mur. Notre génération est née après la guerre. L'Europe qu'on découvre, dont on ne sait pas grand-chose, mais dont on ne comprend pas du tout le dispositif, est coupé en deux par un mur. Voilà. Et je pense que le réflexe classique, quand on a 17-18 ans, c'est d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Et c'est de plus en plus triste et épouvantable, en fait. Donc les premiers voyages, moi, c'est à Berlin-Est. Et puis ensuite, je parcours l'autre côté du mur en autostop. Je rentre d'Éthiopie avec ma première petite amie et on traverse la Bulgarie, la Roumanie. Je me souviens de dormir à la cité universitaire de Bucarest et puis regarder les Roumains. Et puis ensuite, je continue jusqu'à Berlin où je rentre en Allemagne de l'Ouest. C'est très troublant parce qu'en fait, personne ne répond aux questions qu'on se pose à cette époque-là. C'est d'où vient ce mur? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on l'a découvert quelques années avant, mais nos parents ne nous ont jamais parlé de ça, la Shoah, Auschwitz, tous ces camps, tous ces mémoriaux de l'autre côté du mur. Et tout ça, en fait, nous tombe dessus en même temps. C'est assez troublant. Et puis, ensuite, je tombe sur ce livre qui me construit complètement, qui est Caput de Malaparte, qui est un livre fondamental dans mon existence. C'est, je pense, l'un des plus beaux romans sur la Seconde Guerre mondiale. Et Malaparte donc raconte le pogrom à Iași, en Roumanie, que je ne connais pas encore, je ne connais pas cette ville. Un pogrom où en 4-5 jours, la population orthodoxe a exterminé à coups de barre de fer un peu plus de 13 000 juifs dans leur ville, qui étaient des gens qui étaient leurs voisins, qui connaissaient, des médecins, des pédiatres, des pharmaciens, des enfants. Il y a une photo épouvantable que j'ai toujours en tête. C'est les deux parents et une petite fille couchés sur un trottoir et assassinés. On voit la petite fille en position de fœtus comme ça. Il y a des photos épouvantables et des gens qui enjambent les corps. Et donc, je décide assez tôt, en fait. Je dis à mon éditeur, je me souviens, un jour, j'irai m'installer à Iași. Et c'est le début de notre relation avec mon éditeur, en fait, que j'aime beaucoup. Vous le savez, je suis toujours avec lui. Et finalement, mon intérêt pour ces pays grandit au fur et à mesure que décroît mon intérêt pour l'Ouest. La France assez tôt a cessé de m'intéresser. Elle m'intéresse encore moins aujourd'hui quand je rentre d'Ukraine ou de Moldavie et que je tombe sur le débat sur les retraites. Je veux dire,
il y a presque quelque chose d'indécent par rapport à cette autre moitié de l'Europe, quoi. Où certains, d'un côté, tentent juste de vivre, de retrouver leur liberté, quand d'autres ici, pinaillent sur quelques années, 2-3 ans de retraite. Oui, bon, c'est peut-être un débat important sur la retraite, mais quand vous rentrez de là-bas, c'est pas important, vous n'en avez pas grand-chose à faire, en fait. Et je pense que ce qui a accru mon affection pour ces pays, c'est justement qu'ils n'ont encore rien de ce dont on voudrait se débarrasser aujourd'hui. C'est-à-dire le crétin digital, comme dit un certain psychiatre en parlant des gens rivés à leur téléphone portable et tout ce genre d'idiotie. Là-bas, c'est incroyable. D'abord, quand on quitte l'Europe pour rentrer en Moldavie, c'est presque le Moyen-Âge. Vous quittez la Roumanie, qui est déjà très pauvre, vous entrez en Moldavie. Si on croise une Mercedes, c'est un mafieux quelconque, mais sans ça, les familles trottinent dans des charrettes en bois traînées par un cheval ou sur des tracteurs de l'ère soviétique. Donc on est vraiment dans une autre époque. Et la Roumanie elle-même, qui par bonheur est entrée dans l'Europe en 2007, a bien du mal en fait à rattraper les standards européens. Le salaire moyen, c'est 700-800 euros, quoi. Les profs de fac gagnent rien, etc. Donc il y a de considérables problèmes qui m'ont toujours touché. J'aime beaucoup les Roumains. Les Roumains sont des gens un peu matraqués par tout ce qui leur est arrivé au fil du XXe siècle. Leur histoire est effrayante. Alliés de la France en 16-18, alliés des nazis de 41 à 44, alliés de nouveau avec l'Amérique et la France à partir de 44, mais alliés avec Staline à partir de 49. Et finalement sortant en 90 de tous ces cauchemars, pays très pauvre, humilié, avec pas grand-chose. Avec certes, ça y est, maintenant vous pouvez partir à l'ouest si vous voulez, sauf qu'ils n'ont pas un rond aux poches. Et qu'à l'ouest, on les considère comme des petits voleurs. C'est ça l'image de la Roumanie quand on parle des Parisiens. Ils disent, ah oui, la Roumanie, c'est les petits voleurs de la gare du Nord, oui. Donc il y a une espèce de méconnaissance qui me rend assez triste. Et vous pensez qu'ils n'ont pas ce que nous avons, hein? Vous vous dites, oui, nous sommes hyper connectés, nous. Mais ils ont peut-être ce que nous avons perdu, une envie de liberté, de vrai, une envie de fondamentaux, de repères, en tout cas de mythes constructeurs que nous n'avons plus, nous. Là-bas, il y a vraiment un vent de quelque chose, vous le sentez? Je pense qu'il y a le besoin maintenant d'écrire l'histoire. Il y a un grand besoin d'écrire l'histoire. J'ai fait une soirée avec Radu Iohanit, qui est en fait l'un des seuls historiens roumains actuellement important et respecté, qui est ambassadeur de Roumanie en Israël. Ses travaux sont fondamentaux. Moi, ils m'ont beaucoup aidé pour écrire mon roman. Depuis longtemps, depuis 2002, j'utilise ses travaux. Et il me disait, l'écriture de l'histoire n'est pas perdue parce que maintenant, des jeunes historiens en Roumanie se mettent au travail. Mais toute l'histoire reste à écrire. C'est ça qui est très impressionnant. Quand on sort de cette espèce de centrifugeuse qui a été le XXe siècle pour les Roumains, il n'y a aucun repère. Je reprends votre mot de repère. Il n'y a plus aucun repère, en fait. Ils ont été avec les nazis, avec les communistes. Tous ces gens-là ont tout saccagé. Les communistes interdisant d'évoquer les Juifs et la Shoah. Les communistes leur interdisant de quitter le pays, leur prétendant qu'ils ont le régime le plus humain de la Terre, etc. Tout est faux, tout est mensonge, tout est balayé. Et maintenant, ça ne fait pas si longtemps, ça fait qu'une trentaine d'années, il faudrait écrire posément l'histoire, savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qui leur est arrivé. Et donc ça donne des gens qui me touchent beaucoup parce qu'ils sont fragiles en fait. Ils ne savent pas à quelle référence s'attacher. Qui dit la vérité? Qui va écrire l'histoire? C'est pour ça que vous proposez ce roman aujourd'hui? C'est pour ça que vous avez attendu? C'est pas pour ça que j'ai attendu. Le roman s'est imposé parce que moi, d'une certaine façon, je suis comme eux. Je travaille pour découvrir ce qui s'est passé. Mais je suis beaucoup mieux armé qu'eux parce que moi, je dispose d'archives historiques dont ils ne disposent pas.
L'archive historique le plus important, c'est l'œuvre d'un avocat roumain qui s'appelle Matatias Karp. Il s'est caché pendant toute la guerre, il était juif. Il a accumulé une documentation absolument considérable parce qu'il avait des complicités aussi bien dans l'armée roumaine que dans l'armée allemande. Beaucoup des textes que je publie dans ce roman sont extraits de son énorme documentation. Et ce livre a disparu. Donc, Radu Ioannid, l'historien roumain là, que j'ai rencontré à Paris il y a 2 jours, me disait que lui, il a seulement une photocopie des 3 tomes du livre de Matatias Karp. Moi, j'ai une traduction en français de l'ensemble de l'œuvre de Matatias Karp, mais les Roumains, ils n'ont rien. Le livre, il a disparu alors qu'il a été écrit en roumain. Vous voyez, on dirait que toutes les sources ont été saisies, détruites par le régime communiste. Oui, alors pourquoi? Vraiment, c'est un peu la politique de la terre brûlée, quoi. On élimine tout. Pourquoi ne pas être justement victime de procès, comme il y a eu à Nuremberg? Pourquoi est-ce que l'histoire a tellement été balayée là-bas? Parce que les communistes sont très antisémites, vous le savez. Staline est très antisémite. Un homme comme Vassili Grossman, qui a travaillé sur le livre noir de l'antisémitisme et qui a publié le magnifique Vie et Destin, a été menacé de prison longtemps. On lui a saisi le manuscrit de Vie et Destin, qui par miracle a été retrouvé après sa mort, mais je pense qu'il est mort de cette douleur-là. Et vous avez raison de parler de Nuremberg, du procès. L'entreprise communiste qui a saisi tous ces pays très rapidement, a fait qu'il n'y a pas eu un Nuremberg comme il y a eu avec les Allemands. L'histoire, elle s'écrit grâce à ce procès. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on inculpe Poutine. C'est pour plus tard faire un procès, pour pouvoir écrire ce qui se passe en ce moment. Mais si on ne fait pas de procès, si on ne fait pas de Nuremberg, et il n'y a pas eu de Nuremberg pour la Pologne, alors jamais personne n'a dit ce qui s'était passé et a condamné. Et les Roumains, de façon incroyable en fait, ont fait avec Antonescu, le maréchal qui est donc responsable de la Shoah, ils ont fait avec Antonescu ce qu'ils feront plus tard avec le couple Ceausescu. Terrible, ces images dont on se souvient en 89. Voilà. Oui. Ils font des procès expéditifs. Ça les arrange bien. Ça arrange bien les dirigeants. Ça les arrange bien. Ils ont tué les Ceausescu et 40 années avant, ils ont tué Antonescu après un procès expéditif, ce qui a évité de faire le grand procès des criminels de guerre roumains. Donc, ce qui est resté dans l'histoire, c'est que la Shoah commise par l'armée roumaine a été attribuée à l'armée allemande. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Les Allemands étaient responsables de tout. Or, les Roumains étaient leurs alliés, et ce sont les Roumains qui ont envahi cette partie de l'Ukraine, de la Bukovine, de l'Ukraine, là, Tchernovitch, Mogilev, ces villes dont je parle. Ce ne sont pas les Allemands, ce sont les Roumains qui avaient cette part au moment où ils entrent en URSS en juin 1941. Et les Roumains exterminent les Juifs, alors qu'ils n'ont pas théorisé, comme les Allemands, l'antisémitisme. Voilà. Ou la solution finale. Voilà, ils n'ont pas théorisé la solution finale, ce sont simplement de profonds antisémites. Et l'armée roumaine tue de façon sauvage tous les Juifs qu'ils trouvent, tandis que l'armée allemande a programmé de tuer les Juifs. Et ce n'est pas l'armée allemande qui les tue, c'est les Einsatzgruppe de Ohlendorf et d'autres. Oui, j'allais dire, Ohlendorf d'ailleurs, dont vous relatez un passage, une lettre où lui-même s'offusque de la violence avec laquelle l'armée roumaine, c'est terrible, alors que lui a perpétré plus de 100 000 massacres également, est effrayé parce que l'armée roumaine est barbare. Absolument. Il est outré par la façon inhumaine, dit-il, parce que lui probablement se trouve humain, par la façon inhumaine dont les Roumains exterminent les Juifs en laissant les corps, sans les enterrer. Et donc, ce qui préoccupe en réalité surtout l'armée allemande, c'est les possibilités d'attraper des maladies. Or, l'armée allemande est en pleine offensive contre l'URSS et n'a pas envie que ses soldats meurent d'infection. Ils veulent les choses proprement. Voilà. Ça, oui. Or, les rives du Dniestre, ils sont en train tous de traverser le Dniestre avec des péniches pour envahir l'URSS.
les rives du Nièvre sont jonchées de corps, quoi. Voilà, et c'est ça qui préoccupe les Allemands. Ce devoir de mémoire, on est ici donc dans une émission de la laïcité, dédiée à la laïcité. Nous avons une ASBL qui s'appelle Territoire de la mémoire, qui travaille. D'ailleurs, certains préfèrent le travail de mémoire que le devoir de mémoire. C'est important aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Chez nous aussi, hein, en France, chez vous, l'Algérie, et chez nous, le Congo. En Pays-Bas, la colonisation de l'Indonésie a longtemps été oubliée des livres scolaires. Hein, on ne l'a jamais appris à l'école. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué de s'avouer qu'on a fait des choses carrément illégales et barbares. Et en quoi est-ce que c'est important aujourd'hui de faire ce travail-là, pensez-vous ? C'est fondamental. On a eu le même problème en France. Le Chirac s'est excusé au nom de la France du fait que la police française a arrêté les Juifs à Paris pour les livrer aux Allemands. Pendant des années, on n'a pas voulu l'entendre. Et puis finalement, le président lui-même a fini par demander pardon. Donc c'est déjà important de demander pardon. Ensuite, on s'est comporté pendant la bataille d'Alger en 1957, exactement comme les Allemands avaient fait à l'égard des résistants, en torturant les Algériens. Et le débat sur la torture a été ouvert très tard dans les années 80. Moi, j'ai beaucoup écrit dans Libération là-dessus. Et Dieu sait si c'était compliqué. Les officiers français m'ont menacé de mort. C'est compliqué d'entrer dans de tels... Donc c'est pour ça que je ne jette pas la pierre aux Roumains. Vous voyez qu'en France, on débat encore du rôle de Pétain. Qu'un type comme Éric Zemmour prétend que Pétain a sauvé des Juifs. En Roumanie, une grande partie des Roumains prétendent que le maréchal Antonescu a sauvé les Juifs de Bucarest. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Les troupes roumaines, sous les ordres du général Antonescu, ont massacré les Juifs de Bukovine, de cette zone de l'Ukraine et tout ça. Puis est intervenue la bataille de Stalingrad. L'échec allemand, dramatique pour les Allemands, du 31 janvier 1943. Et à partir de ce moment-là, Antonescu a compris que le vent avait tourné et qu'ils allaient perdre la guerre, que la Roumanie allait perdre la guerre et que lui, un jour, se retrouverait devant un tribunal. Et donc, à ce moment-là, il a refusé de livrer aux Allemands les Juifs de Bucarest qui devaient être livrés. Voilà. Alors après, on peut jouer sur l'histoire. Donc après, il a prétendu « j'ai sauvé les Juifs de Bucarest ». Non, il y a eu juste Stalingrad. Il n'y aurait pas eu Stalingrad, il aurait livré les Juifs de Bucarest, puisque dans d'autres lettres de 1942, il dit qu'il veut se débarrasser de tous les Juifs de Roumanie. Et à un moment, il a même cette phrase « il m'en reste encore 41 000 ». Il m'en reste encore, comme si c'était du bétail. Donc voilà, cette histoire-là, elle reste à écrire, et je pense que c'est compliqué, parce qu'elle ne repose pas sur un grand procès. Elle ne repose pas sur des condamnations, sur des réquisitoires. On a fait ça après la guerre de l'ex-Yougoslavie. Il y a eu des procès. Les gens, le président serbe qui pensait jamais ne se retrouver devant un tribunal, il s'est retrouvé devant un tribunal. Karadzic s'est retrouvé devant un tribunal. Le général Mladic s'est retrouvé devant un tribunal et il est en prison. Un jour, j'espère que Poutine se retrouvera devant un tribunal. Mais pour écrire l'histoire, il faut que la justice internationale passe. Sans ça, on reste dans un flou. Personne n'est condamné. Oui. On reste dans un roman, le vôtre, qui est déjà exceptionnel parce qu'il raconte l'histoire avec un grand H. Et vous venez de parler d'Éric Zemmour. Le négationnisme est souvent une arme justement de l'extrême droite. Or, on sait que l'extrême droite en Europe, Pologne, Hongrie, est en train de flamber. L'Italie, ne parlons pas de la France, très dangereux aussi. En 2024, il y a des élections européennes aussi. Vous pensez qu'il est temps, il va falloir donner un coup d'accélérateur pour justement pouvoir revoir toute cette histoire-là et éduquer les jeunes, les primo-votants, ceux qui vont aller aux urnes en 2024. Je suis assez pessimiste en fait sur ce qui se passe actuellement en Europe et particulièrement en France. Je réfléchis beaucoup à la façon dont on pourrait s'y prendre, mais on n'a pas beaucoup de possibilités. On est une démocratie. Si Marine Le Pen est élue selon la démocratie, quelle résistance faire? À quoi ça sert de descendre dans la rue? Elle est légitimement élue présidente. Voilà. Donc c'est extrêmement grave.
Je ne sais pas, moi j'irais peut-être m'installer en Moldavie pendant les 5 années du mandat pour plus en entendre parler, mais voilà. Mais je pense que oui, un pays ne peut pas bien se porter et les gens être bien dans leur tête si l'histoire n'est pas écrite, légitimement écrite et justement écrite. Or, il n'y a pas d'histoire en Roumanie, elle n'est pas écrite. Rien n'est dit sur la Seconde Guerre mondiale, sur la Shoah, sur l'extermination des Juifs. Comment réagissent-ils Comment ont-ils reçu? Il est traduit, votre livre, en Roumanie. Eugénia, oui, il a été tout de suite traduit. Et celui-ci? Celui-ci, il vient de sortir, donc je suis inquiet pour celui-ci, parce que je l'ai envoyé à beaucoup d'amis roumains et que j'ai aucun retour. Donc je pense que c'est très violent pour les gens. Il faut qu'ils digèrent peut-être oui. l'histoire, leur histoire. Oui. Je pense que c'est très violent d'apprendre ça. Ça me fait penser à mes années d'adolescence en France, quand on découvrait que des Français avaient servi dans la Wehrmacht, dans la division Charlemagne, quand on découvrait qu'on avait livré les Juifs. Mais nous, il y a eu le procès Pétain quand même. C'était structuré au moins. Oui. C'était encadré par des décisions de justice. Et du coup, les historiens peuvent travailler à partir de là. C'est ça la question. Ici, vous parlez de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, de leurs parents, de toutes les familles, selon vous, ont été touchées et les générations d'aujourd'hui n'en savent rien. Rien. C'est très impressionnant. C'est même plus leur problème. Mais en vérité, c'est leur problème. Parce qu'on peut pas, on ne parle pas de nulle part. Moi, c'est ça qui m'intéressait dans ce roman. Toute la destinée de ma narratrice, Adèle Codreanu, repose là-dessus. Elle est immigrée en France, elle n'a pas de place en France. Ça rime à rien pour elle de rester en France. Je peux vous lire, justement, vous me tendez la perche. Page 38, c'est magnifique. Et d'ailleurs, c'est votre histoire. Hein. Vous avez passé vos 35 années à écrire sur votre famille, vos racines. C'est ce qui vous touche. Je vous cite. « Qu'avez-vous de commun avec les Français ?» demande ce professeur à votre héroïne. « Rien. Là-bas, vous n'êtes qu'une fleur coupée, une jolie fleur, vous le savez, vous en jouez. Mais vous allez bientôt vous faner, comme se sont fanés vos parents, vous éteindre et commencer à mourir. Parce que vos racines sont ici. Si vous voulez grandir, demeurer belle et lumineuse, vivre tout simplement, retrouvez vos racines, apprenez d'où vous venez, acceptez votre histoire, nourrissez-vous de tout cela. Et si ce que vous découvrez vous fait horreur, comme vous semblez le croire avant même d'avoir tenté quoi que ce soit, eh bien, vous ferez quelque chose de cette horreur. Quoi? Je ne sais pas, mais vous trouverez. » C'est magnifique, Lionel Duroy, et c'est exactement ça qu'aujourd'hui les Roumains doivent faire comme travail, comme nous tous en quelque sorte. Oui, moi je crois beaucoup à ça. En fait, l'épilogue heureux de ce roman, pour moi, c'est le retour d'Adèle en Roumanie, mais surtout le désir d'y rester et d'y vivre. Ça veut dire qu'elle a un énorme travail devant elle, alors qu'elle n'avait rien à faire en France, à parler notamment du débat sur les retraites, vous voyez, de tout ça. C'est pas son débat. Son débat à elle, c'est d'où elle vient. Et donc la découverte qu'elle a un grand-père qui a manifestement servi dans l'armée d'Antonescu et qui est très probablement un criminel de guerre, ça c'est son histoire. Ça c'est intéressant. Comme moi j'ai découvert des tas de choses sur les miens. À partir de là, elle peut travailler et probablement elle va écrire parce qu'elle est plutôt portée sur les mots et sur l'écriture. Comme vous dites d'ailleurs, que ce dénuement culturel total va peut-être servir à redécouvrir des poètes. Il y a des poètes là-bas qui ont été complètement oubliés. Je pense à Appelfeld, si je prononce bien. Aaron Appelfeld, ouais, que j'adore. Ouais. Aaron Appelfeld, pour moi, c'est fondamental de lire Aaron Appelfeld. C'est un romancier, ce n'est pas un historien, et pourtant, il est le premier à nous dire, à nous parler du génocide commis par l'armée roumaine. Sauf que dans l'un de ses premiers livres magnifiques, qui s'appelle « Histoire d'une vie », il l'écrit avec beaucoup de poésie. Il sème un malentendu sans le vouloir, en expliquant que ce sont des Allemands qui ont tué sa mère quand il avait 8 ans. Il a entendu un hurlement, juste ça, et on venait de tuer sa mère, en entrant dans son village près de Czernowitz, et ce sont les Allemands. Ensuite, c'est les Roumains qui arrivent, c'est l'armée roumaine qui occupe cette zone, et ce sont les Roumains qui l'emmènent avec son père, et qui vont les faire marcher pendant des mois jusqu'à des camps d'extermination en Transnistrie. Mais la façon dont il raconte tout ça avec une très grande sensibilité dans l'histoire d'une vie,
presque ne nous fait pas entendre que ce sont des Roumains. On ne sait plus qui sont là, qui sont les soldats qui tuent et qui les fouettent et qui les font mourir. On s'en occupe plus trop parce que le roman est très douloureux. Et moi, en le relisant plusieurs fois, au moment où je travaillais, je dis, mais c'est fou en fait. Si, à un moment quand même, il dit, ce sont les soldats roumains, quoi. Et donc, même si on n'a pas encore de documents historiques, on a l'œuvre d'Aaron Appelfeld, qui est traduite dans le monde entier, normalement, mais pas en Roumanie, pas dans ces pays-là. Nul n'est prophète en son pays. Là, ça prend tout son sens. C'est impressionnant quand même. Juste une incidence sur lui pour qu'on comprenne qui c'est, mais il est emmené par les troupes romaines et il donne la main à son père. Ils vont marcher pendant des mois dans la boue avec le troupeau des autres juifs. 60-70% tombent en route et meurent, et les corps sont laissés sur place, jusqu'à un camp enfermé de Transnistrie, au-delà du fleuve Niestre. Et là, en fait, on pense que c'est son père qui le pousse à fuir le camp. Il est tout petit, hein, il a 9 ans en fait. Et donc il va errer pendant 3 ans, il a essayé de raconter ça dans des livres, on l'emploie dans des fermes, c'est en pleine guerre, il est dans les forêts ukrainiennes. Et puis finalement c'est l'armée rouge qui le trouve, avec d'autres orphelins qui sont dans la forêt, des petits garçons, des petites filles qui fuient, qui sont perdus, qui sont... Voilà. L'armée rouge ramasse tout ce monde, les nourrit, les rassemble, et finalement on va les envoyer en Israël puisqu'ils sont juifs. Et donc, il recommence toute une vie, il n'a que 12 ans, en Israël, école, ça recommence et tout ça. Et puis, évidemment, comme tous les gens complètement détruits, il ne s'agit pas de métier pour lui dans la vie, il s'agit de poser des mots sur ce qui est arrivé. Et donc, c'est ce qu'il fait très tôt. Il se met à écrire pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Et ça donne une œuvre absolument somptueuse qui sera traduite. Aaron Appelfeld, c'était le meilleur ami de Philippe Roth. Donc une fois par an, Philippe Roth faisait le voyage depuis les États-Unis pour venir l'embrasser et parler avec lui. Et puis il y a un autre auteur qui s'appelle Edgar Isselrath, qui lui est un peu plus âgé au moment de la guerre, puisqu'il a 15 ans, quand il est enfermé dans le camp d'extermination. C'est une espèce de ghetto au départ, puis peu à peu ça devient un camp d'extermination, puisque tout le monde meurt de faim à l'intérieur de ce camp, à Mogilev, qui est aujourd'hui en Ukraine. Et là c'est pareil, le roman qui s'appelle Nuit, absolument somptueux que écrit Isselrath, on va mettre 20 ans à le traduire tellement c'est violent. Les Américains n'en veulent pas. Ils disent que c'est pas possible d'écrire de telles choses. Il décrit les gens en train de mourir de faim. Il décrit des Juifs en train d'en exploiter d'autres. Il décrit des femmes en train de se vendre contre un petit morceau de pain ou 3 cerises, etc., etc. Il décrit tout ça. C'est un livre d'une force incroyable, mais la vérité est impossible à avaler, en fait, est impossible à dire. En tout cas, ces 2 romans sont les 2 seules œuvres littéraires qui attestent de la vérité de ce qui s'est passé. Et ensuite, il y a les 3 volumes du livre de Mattathias Karp disparus. Mais on a des éléments pour dire ce qui s'est passé. Et cependant, c'est aujourd'hui seulement qu'on commence à mettre les mots, mais même moi, pourtant je lis Isselrath depuis 30 ans, quoi, à me dire, ah mais en fait c'est ça qu'il raconte. Il racontait la Shoah commise par l'armée roumaine. Et globalement, comme on est habitué à ce que ce soit les Allemands, je me disais, ben oui, en fait c'est les Allemands, quoi. Ils les emmènent et puis ils tuent les Juifs. Mais non, c'est les troupes roumaines, voilà. Et la Roumanie ne pourra pas se remettre si elle n'écrit pas son histoire. Vous disiez que vous étiez déçu, et on conclura là-dessus, Lionel Duroy, par la France, et que maintenant tous vos espoirs sont sur cette jeunesse-là aussi en Roumanie, et puis la jeunesse ukrainienne, hein, parce que beaucoup de lieux que vous placez aujourd'hui sont en Ukraine. Hein. Oui, sont en Ukraine. Toute cette jeunesse qui force l'admiration, toute cette résistance ukrainienne. Vous pensez que c'est par là que notre regard doit vraiment aller chercher l'espoir pour une Europe et puis pour la défense de nos démocraties ? En tout cas, ce sera le 109 dans l'Europe. J'ai hâte que la Moldavie et l'Ukraine soient dans l'Europe. Ils ont un débat aussi sérieux que nous dans les années 45. Comment se remettre de ce qui est arrivé ? Ce sont des débats importants.
c'est pas des débats sur la taille des voitures ou les téléphones portables. Ce sont des débats fondamentaux et eux, ça pourrait être du sang neuf dans l'Europe. Je trouve ça essentiel qu'on fasse rentrer très rapidement la Moldavie et très rapidement l'Ukraine. Parce qu'on doit les protéger et on doit leur permettre de respirer. Et parce que là-bas, plus jamais ça veut vraiment dire quelque chose. Alors en Europe, ça veut dire quelque chose, voilà, plus jamais ça. Oui. On essaie de se défendre de ça. Mais c'est fou, quoi. Et je pense que eux, ça renouvellera le plus jamais ça. Merci beaucoup Lionel Duroy d'avoir été aujourd'hui, enfin ce soir avec nous. Donc je le rappelle, Mais pas dans leur ombre, un roman magnifique chez Mialet Barreau. Merci beaucoup Lionel Duroy. Merci. Merci à tous d'avoir choisi de nous écouter ce soir. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à vous.